pour ce café Wattel, le deuxième de l'année, nous avons 2 intervenants que je vais laisser se présenter et présenter l'expérience, leur initiative Expé Urba Santé. Je fais donc la séance durera environ 45 minutes à 1 heure. Comme d'habitude, et elle est bien. On a un temps de présentation par Ariane Roseau et Paul Grignon, et après un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions sur l'initiative et en profiter pour vous présenter. Ariane et Paul, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je peux vous passer la parole? Alors, on est prêt. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? J'ai partagé normalement le PowerPoint. Oui, on voit bien l'écran. Ok, parfait. Merci beaucoup Stéphanie et pour l'introduction et pour l'invitation qu'on puisse utiliser ce café Wattels pour présenter en avant-première cet AMI, donc appel à manifestation d'intérêt, qui a été publié il y a moins d'un jour, donc c'est tout frais. On est très heureux avec Paul de pouvoir en parler ce matin. Donc, c'est donc un AMI qui est porté et par l'ADEME, je vais présenter qui est l'ADEME juste après, et le ministère, avec le CGDD et Ecolab en particulier, ça c'est plutôt Paul. Et puis, on a le soutien sur cette initiative de l'Institut national du cancer et de Santé publique France. Donc, merci aussi à ces partenaires d'être associés. Très rapidement, donc moi je suis Ariane Roseau, je travaille au pôle aménagement des villes et des territoires de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. On a un organisme qui travaille on a 2 grandes missions, la lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources. Moi, je m'occupe plus particulièrement d'urbanisme et des liens entre santé et urbanisme, et aussi du sujet de la nature en ville. Et donc, je suis basée à Sophia Antipolis, qui est un des sièges de l'ADEME. Paul, je te laisse peut-être la parole pour te présenter. Très bien, merci Ariane. Bonjour à tous. Alors, de mon côté, je suis chef de projet Data IA au sein de l'Ecolab. L'Ecolab, donc, qui est le laboratoire d'innovation au service de la transition écologique du Commissariat général au développement durable. Et donc, l'Ecolab y est en charge de la mobilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle, ainsi que de l'animation de l'écosystème Green Tech au service notamment de la transition écologique, énergétique et de France Nation Verte. Et voilà, donc Ecolab et le CGDD sont situés au sein du pôle ministériel écologie, énergie, territoire. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, des enjeux de mobilisation des données et d'évaluation d'impact, production de nouvelles preuves sur le champ de la santé-environnement qu'on est ravis de coporter avec l'ADEME cette initiative. Paul, je te laisse peut-être présenter le relais. Ça marche. Pour le programme, ce qu'on vous propose, c'est de revenir un petit peu sur le pourquoi cette AMI, un peu ce contexte, de revenir sur les objectifs et de mettre en exergue ses particularités, de parcourir ensemble la plateforme de candidature pour que ce soit concret pour vous et pouvoir répondre à vos questions sur la façon dont on peut candidater et de partager avec vous quelques premiers tips en laissant un temps de questions-réponses pour qu'on puisse aussi prendre en compte vos différents retours sur des questions sur la candidature ou sur le dispositif plus généralement. Merci. Alors, je vais peut-être rapidement rappeler l'urbanisme favorable à la santé. J'imagine que là, dans les participants, vous êtes bien au courant, mais voilà, c'est toujours bien de rappeler de quoi ça parle et aussi pourquoi, aussi bien le ministère écologie que l'ADEME, on est sur la transition écologique, on peut se poser la question de pourquoi ces organismes travaillent sur la santé. Donc déjà, commençons par ce schéma qu'on voit régulièrement dans des publications et qui montre finalement que seulement 20% de notre état de santé dépend de notre patrimoine génétique et du système de soins. Tout le reste, donc 80%, ça dépend de notre environnement, nos modes de vie, les facteurs socio-économiques, et tout ça, ces 80%, ils sont finalement activables, modifiables par les élus, les politiques de la ville, tous ceux qui font cet environnement du quotidien. Et donc, c'est hyper intéressant de voir à quel point les élus, les acteurs de la ville, de l'aménagement ont un pouvoir immense sur notre santé. Une fois que j'ai dit ça, je reviens sur la transition écologique. En fait, tout ça, c'est lié. Qui dit santé, dit transition écologique. Il n'y a que des co-bénéfices en fait entre ces deux thématiques. Et en plus, la santé parle énormément. C'est le sujet qui préoccupe le plus les Français. Du coup, forcément, les acteurs de la ville peuvent être
plus peut-être des fois mobilisés par les sujets de santé. Donc, c'est intéressant pour nous, acteurs de la transition écologique aussi, de se mêler à ces acteurs de la santé parce qu'on a des choses à faire ensemble. Je vous donne juste un exemple qui montre à quel point tout ça est lié. Tout ce qui est jardin partagé, agriculture urbaine, voilà, quand les quartiers se remettent un peu les mains dans la terre, bah ça, on se rend compte que c'est hyper intéressant pour la transition écologique. On refait du stockage carbone, on fait de l'adaptation au changement climatique. Et puis, au niveau de la santé, alors là, ça touche tout, la santé mentale, la santé sociale, la santé physique, parce que voilà, on fait du sport, on se rencontre, on sort, on parle. Et donc voilà, c'est pour vous montrer que tout est co-bénéfice. Et finalement, cet exemple-là de Nature en ville se retrouve dans un des axes de l'urbanisme favorable à la santé, qui est une méthode, une manière d'aménager les villes, les quartiers, avec comme fil conducteur la santé sur toutes les thématiques de l'aménagement, la mobilité, les bâtiments, les espaces publics. Une fois que j'ai dit ça, je vais vous avancer un tout petit peu sur le contexte. Donc, nous, à l'ADEME, on s'est dit il y a une bonne année de ça, mais c'est quand même incroyable, ce sujet est merveilleux. Il embarque tous, les acteurs de la santé, les acteurs de la transition écologique, et pourtant sur le terrain, ça décolle quand même pas à la hauteur du potentiel. Et donc, on a organisé en juin 2023 un brainstorming, le booster de l'urbanisme favorable à la santé, où on s'est fait accompagner par une agence de designers qui s'appelle Itinéraire Bis et qui nous ont permis de trouver en fait des idées innovantes qui permettent de faire les premiers pas en matière d'urbanisme favorable à la santé. On était voilà, très nombreux, avec des profils très différents pour justement un peu casser les codes, essayer de vulgariser, de trouver des nouvelles idées. Et tout ça est présenté dans le cahier que vous voyez à droite, qui est disponible sur la librairie de l'ADEME. Et donc, on a 70 idées là-dedans, dont 10 qui ont été particulièrement travaillées, que je vous mets ici. Alors, juste, ça, c'est le sommaire. Hein. Je vous invite à aller regarder le document. Et donc, ça a été des idées qui portaient aussi bien sur la nature en ville, hein, comme par exemple Vauban-le-Vaubien, qui est sur l'idée de faire des îlots de fraîcheur à partir du patrimoine oublié. Le Tinder de l'UFS, là, c'est plutôt le principe de faire du jumelage de villes, des villes avec un peu des contextes similaires, mais une sera avancée en UFS, l'autre non. Ramène ta fraise, là, on est plutôt sur de l'agriculture. Oui, de l'agriculture urbaine, et puis on fait des événements autour de ça pour fédérer les associations de quartier. Je m'arrête là parce que voilà, il y en a beaucoup, mais je vous invite vraiment à aller regarder parce que ça peut être une source d'inspiration. C'est ce type d'idées qu'on aimerait tester sur le terrain, ou bien voilà, des idées, pas forcément celles-ci que vous auriez vous en tête et qu'on pourrait tout à fait accompagner. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le dispositif, qu'est-ce que c'est? Quels sont les objectifs? Bon, on a commencé à le dire dans cette introduction, mais donc pourquoi? C'est qu'on veut, voilà, on a trouvé des idées en mois de juin, plus de 50 idées, voilà, intéressantes, et on aimerait maintenant les tester sur le terrain pour passer en fait de l'idée à l'action. Et voilà, et voir comment se mettre en place concrètement, comment tester ces idées qui sont bonnes aussi bien pour la santé que pour la transition écologique. Qui peut répondre à cet AMI? Alors, on est très ouvert. Et la réponse, c'est tout le monde, que ce soit une structure publique, donc les collectivités, mais aussi, alors la collectivité, agence régionale de santé, un IREPS, un CRES, tous ces organismes voilà, peuvent candidater, et puis aussi les structures privées, donc une entreprise, par exemple une entreprise qui travaillerait sur du mobilier pour l'espace urbain, qui voudrait tester des choses, ou une start-up qui serait sur la donnée, par exemple, la donnée en santé et environnement. Elles peuvent tester à condition, en revanche, d'avoir un partenaire, un territoire test. Voilà, on veut vraiment à un moment donné qu'il y ait un ancrage terrain pour tester les choses. On a aussi dans les structures alors, publiques, privées, les associations qui peuvent tout à fait candidater. C'est pour ça que quand vous allez sur le site, on le verra ensemble, on voit que le grand public peut créer un compte et tester. C'est-à-dire que, par exemple, une association de quartier, pourquoi pas, pourrait être accompagnée pour tester son idée. Petite remarque, on trouve que ce sujet d'urbanisme favorable à la santé, il est parfois un peu trop vu
au prisme de la grosse métropole. On voit souvent, les exemples viennent souvent de villes où il y a beaucoup de moyens humains derrière, d'ingénierie, etc., pour faire de belles choses. Donc c'est pour ça que nous, on aimerait un peu sortir de ça et aller aussi vers les petites et moyennes villes. On voudrait aussi, on espère avoir des expérimentations en milieu rural et aussi en éco-quartier et dans un quartier prioritaire de la ville. Voilà, donc s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui ou en replay et qui sont dans ce type de structure, n'hésitez pas à candidater. On aimerait vraiment tester des choses avec vous. Et concrètement, comment va se passer cet accompagnement? Alors, je vous mets de suite le petit warning. Il n'y a pas de financement. Ce n'est pas un AMI où on va financer les lauréats, les personnes qui vont vouloir tester les choses. En revanche, l'accompagnement, il y aura du financement. L'ADEME va financer des experts variés qui, eux, vont accompagner les lauréats. Donc, on compte à peu près, on espère avoir 10 expérimentations qui seront sélectionnées. Et pour chacune de ces expérimentations, on va proposer des experts. Donc, il y aura 5 expertises qui vont être, on va dire, imposées à tout le monde parce qu'on veut qu'il y ait une cohérence, parce qu'on sait qu'il y a des choses où les lauréats ne se doutent pas, par exemple, que le design est une expertise qui peut les aider à prototyper, à expérimenter. Donc, on va imposer du design, de l'urbanisme favorable à la santé pour qu'on ait cette belle cohérence méthodologique, aussi de la communication, et puis d'expertise en data et évaluation d'impact. Ça, je ne détaille pas parce que Paul va en parler, mais c'est un point très fort. Au-delà de ces 5 expertises, on va dire socles, on va demander, c'est dans la candidature, de quoi vous pensez avoir besoin en plus? Peut-être que sur votre projet en particulier, il y a une question juridique, un blocage juridique. Sur une autre expertise, vous avez besoin de quelqu'un qui est capable de préparer un début d'appli ou un début de site internet. Voilà, et ça, on va vous le demander de l'expliciter et on pourra vous le proposer en fait ensuite à la carte pour vous spécifiquement quelques heures d'expertise sur ce sujet. Paul, je te laisse la parole. Très bien, merci. Alors peut-être pour insister sur certaines spécificités de cette AMI, l'idée c'est voilà, d'expérimenter sur le territoire, donc d'avoir des véritables territoires d'expérimentation et de produire des nouvelles connaissances donc, et d'utiliser du coup la donnée pour agir sur la base de preuves, donc à la fois en phase amont pour mieux connaître son territoire et pour tester son intervention de manière éclairée en termes de comment est-ce que la donnée peut me permettre de mieux connaître ma cible, mon territoire, la façon dont je vais proposer et cibler mon intervention, la mettre en place pour répondre à quels besoins saillants sur la base des données, et puis mobiliser aussi les données pour mesurer tout au long du dispositif et évaluer des mesures d'impact qui auront pu être identifiées et anticipées dès le début du projet. Donc du coup, la donnée pour agir à la fois pour agir sur la base de preuves et pour produire de nouvelles connaissances via l'évaluation d'impact au service de l'urbanisme favorable à la santé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces 2 piliers qui nous semblent centraux aux côtés des aspects urbanisme favorable à la santé, design et communication, l'aspect données et l'aspect évaluation d'impact. Donc, l'aspect données, il se retrouve à plusieurs niveaux. En amont de l'intervention, la donnée pour mieux connaître son territoire et sa cible. Donc, qui est-ce qu'on cible, quels aspects du territoire, quel point du territoire particulièrement exposé, par exemple, à un enjeu de santé-environnement identifié. Mieux suivre aussi et évaluer l'impact, donc en définissant qu'est-ce qu'on attend du projet, quel est l'objectif et du coup quel est l'impact et comment est-ce que l'on peut trouver une mesure, qu'elle soit quantitative ou qualitative, de l'impact pour le suivre et le restituer à l'issue du projet et du coup montrer que le projet a eu de l'impact s'il en a eu pour pouvoir le généraliser ensuite. Et puis, du coup, faire une pierre de coups en produisant de nouvelles données probantes au service de l'urbanisme favorable à la santé. Donc voilà, sur la partie données. Et donc la partie évaluation d'impact, ça va un petit peu avec, mais du coup, c'est de s'assurer dès la phase amont qu'on met en place un dispositif qui permet de mesurer et de restituer l'impact des projets, puisque souvent, on se rend compte que l'on veut restituer l'impact de quelque chose une fois qu'on l'a mis en place, mais que c'est déjà un petit peu trop tard puisqu'on n'a pas anticipé tout le design expérimental, enfin en tout cas les éléments à mettre en place en amont pour permettre cette évaluation d'impact. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser
et d'anticiper les choses dès le début des projets pour accompagner aussi les porteurs d'idées sur la façon de mettre en œuvre tous les préalables nécessaires. Et donc, in fine, au global, l'objectif, c'est à la fois du coup de mobiliser les données existantes pour mieux connaître son territoire, cibler son intervention, etc. Et puis de générer aussi du coup de nouvelles données probantes. Voilà, sur cet aspect. Parfait. Merci Paul. Je vais te laisser la main pour aller sur le site et j'en profite juste pour, donc, hop, j'arrête mon partage pour enfoncer le clou sur ce que tu viens de dire. Alors, stop Et je sharing. pense, voilà. Et du coup, je vais Oui, pouvoir prendre le relais. Parfait, ça marche. oui, J'avais j'enfonce juste besoin le de faire clou des choses. sur ce que tu disais. Parce que ce qui dit données probantes, data, je trouve que c'est des termes, pour moi qui ne suis pas du sujet, ça peut un peu dérouter. On ne vous demande pas d'être des experts de ces sujets, pas du tout. Vous allez être accompagnés pour ça. C'est simplement qu'en France, on manque parfois de cette culture d'évaluation des politiques publiques et on se dit, voilà, là, on va tester des choses, on aimerait que ça fonctionne et on aimerait pouvoir les répliquer. Pour pouvoir les répliquer, il faut pouvoir montrer que ça marche, preuve à l'appui. Et c'est ça qu'on va essayer de faire et vous serez accompagnés. Donc voilà, on ne vous demande pas d'être des super geeks pour être lauréat. Tout à fait, ouais. Merci Ariane pour la petite précision. Et du coup, normalement, vous devez voir mon écran qui montre un petit peu la plateforme. Est-ce que vous confirmez? Oui, moi je te confirme. Super. Et moi j'envoie le même plateforme. Je ne sais pas si les gens l'ont eu dans le chat. Pour que vous puissiez y accéder en même temps si vous le souhaitez. Donc, vous avez le rappel un petit peu du pourquoi participer, enfin, l'objectif de l'appel à expérimenter, de l'appel à manifestation d'intérêt qui est rappelé en première page et donc les différents apports que cela permettra. Donc, l'idée, c'est du coup de bénéficier d'un accompagnement d'un pool d'experts variés, donc notamment les 5 expertises mentionnées par Ariane, mais aussi des expertises qui pourront être plus personnalisées, adaptées au projet. Également, l'objectif, c'est du coup de contribuer à l'animation d'une communauté de travail sur ces sujets, donc par les différents événements, on y reviendra après, mais qui seront organisés tout au long de cette aventure, de cet appel à manifestation d'intérêt pour bien s'ancrer au sein d'un écosystème d'acteurs souhaitant agir sur l'urbanisme favorable à la santé. Donc tout l'objectif, c'est aussi du coup de créer des synergies entre acteurs de la santé, de l'environnement, acteurs des territoires. Donc voilà. Et donc sur les objectifs du coup, l'idée c'est bien de tester des actions innovantes qui contribuent à faire les premiers pas en matière d'urbanisme favorable à la santé et dans une logique d'action probante, donc d'agir pour des politiques publiques éclairées par la preuve et donc par la donnée. Voilà, donc on vous rappelle un petit peu tout ce qu'on a déjà dit sur qui peut candidater. Et puis peut-être un point nouveau qu'on n'a pas encore mentionné, c'est sur les étapes en termes de calendrier. Donc là, les candidatures sont ouvertes, la phase de candidature est ouverte depuis hier jusqu'au 31 mars prochain. On va vous montrer juste après comment faire pour candidater. Aura ensuite lieu un comité de sélection qui se réunira fin avril et les lauréats seront annoncés la semaine du 29 avril 2024. Ensuite, donc, on aura un premier événement qui aura lieu début mai 2024, le 16 mai précisément, donc une réunion de lancement qui permettra d'initier une phase de cadrage et d'accompagnement des expérimentations sur un an, donc de mai 2024 à mai 2025. Donc un an, pourquoi? Pour laisser le temps du cadrage, du prototypage et de l'expérimentation, donc pour bien mettre en place et bien toutes les considérations nécessaires en phase de cadrage pour justement mesurer l'impact des projets, penser et affiner avec les expertises qui accompagneront les projets les différents volets identifiés, donc design, communication, évaluation d'impact, data et urbanisme favorable à la santé. Voilà, donc se laisser le temps, mais en même temps, c'est assez court pour déployer un projet. Donc voilà. Vous avez donc un deuxième onglet qui détaille un petit peu les différentes étapes de cette AMI. Donc l'étape de candidature, on va vous montrer juste après le formulaire qu'il est
proposé de remplir. Et puis ensuite, l'étape de sélection des lauréats avec les différents critères de sélection qui seront considérés par le comité réuni pour la sélection des projets. Donc, on aura globalement 5 critères qui seront pris en compte. La pertinence et l'ambition du problème, du défi à relever, le caractère innovant du projet, la pertinence de sa cible, les impacts attendus et la capacité à mesurer ces impacts. Donc ça, c'est vraiment central pour nous, ainsi que l'implication prévue du porteur pour être sûr que voilà, ces projets accompagnés soient activement menés et déployés sur le terrain. Et puis, du coup, une attention particulière, bien que ce n'est pas du tout restrictif, mais une attention particulière sera portée aux projets qui seront déployés dans des quartiers prioritaires de la ville, dans les petites et moyennes communes, en contexte rural et en éco-quartier. Voilà, en phase de prototypage et d'expérimentation, on vous rappelle les 5 domaines d'expertise un peu socle, urbanisme favorable à la santé, design, communication, data et évaluation d'impact. Et puis 4 temps forts qui seront organisés sur cette aventure d'1 an. Un événement de lancement le 16 mai 2024 qui aura lieu à Paris, 2 ateliers intermédiaires d'une journée en septembre-octobre 2024, donc en présentiel à Paris également, et en janvier-février 2025 en distanciel, et puis un événement final de restitution en janvier 2025. Voilà pour les temps forts. Ensuite, sur du coup le contexte, on l'a rappelé, vous avez plein de ressources, quelques ressources qui seront peut-être amenées à être enrichies progressivement sur l'urbanisme favorable à la santé, le guide Isadora, qui est un élément assez structurant sur une démarche d'accompagnement à l'intégration de la santé dans les opérations d'aménagement urbain et différentes productions existantes sur le sujet. Si vous souhaitez nous contacter, vous avez nos contacts ici dans l'onglet équipe projet, et donc vous pouvez directement nous contacter via ce petit bouton. Les différents partenaires de l'initiative sont rappelés dans l'onglet partenaires, et vous avez également du coup la possibilité de contribuer à un mur de discussion pour nous adresser vos différentes questions. Voilà, si vous souhaitez également en plus ou plutôt que vous adresser directement à nous via l'onglet équipe projet. Voilà, vous avez également l'onglet règlement qui détaille le règlement associé à l'initiative. Voilà, rien de bien spécifique à mentionner ici, si ce n'est la nécessité de bien, on va dire, s'engager sur un minima, voilà, d'être en mesure de participer sur plusieurs ateliers qui sont indiqués, donc à bien bloquer les dates, notamment des ateliers en présentiel. Voilà, dans l'éventualité d'une sélection, donc bien bloquer ces dates en amont, c'est pour ça qu'on les précise dès aujourd'hui. Et puis, ce que je peux faire peut-être, c'est vous montrer le formulaire de candidature, mais je ne sais pas avant, peut-être de me lancer, Ariane, si tu souhaitais préciser quelque chose ou pas. Alors, sur le formulaire, donc là, c'est un mode prévisualisation, mais vous aurez quasiment, ça donnera quasiment la même chose en termes de rendu. Donc, l'objectif, c'est de recueillir quelques éléments tout d'abord sur votre idée. Donc, vous avez d'abord un premier résumé, donc qui est en fait très court, avec une image à insérer. Et donc, cette toute première section, ces 3 premiers champs-là, le nom de votre équipe, l'image et le petit résumé, c'est des éléments assez importants parce qu'en fait, ils vont être affichés ensuite sur cette page-là, les équipes. Et en fait, vous aurez la possibilité du coup de rejoindre aussi des équipes existantes. Donc, plus votre idée sera attrayante et parlante en termes d'image, de résumé et de nom d'équipe, et bien plus peut-être des gens vous demanderont, d'autres acteurs vous demanderont s'ils peuvent s'associer, et peut-être que ça pourra mener à des candidatures consolidées, pluri-acteurs et à faire émerger des clusters en termes de candidatures faisant émerger des intérêts portés par plusieurs acteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à bien travailler ces 3 premiers éléments. Et ensuite, on vous demande, donc ça, c'est les seuls éléments qui seront entre guillemets publics. Et ensuite, tout le reste ne sera que destiné au comité de sélection, donc sera maintenu à la discrétion
des évaluateurs, donc l'identité du projet. Donc là, on vous demande ici votre nom, prénom, nom de pilote d'expérimentation, intitulé de votre structure, donc vraiment des éléments identifiants. Et on revient un petit peu sur votre idée, donc pour caractériser le territoire de l'expérimentation. D'où est venue l'idée? Est-ce qu'elle vient d'une idée qui a émergé depuis le cahier du booster de l'UFS, un peu de celui-ci et un peu de votre réflexion personnelle, ou alors de votre pratique professionnelle ou de réflexion personnelle? Donc, on a un petit peu une idée de l'ancrage de votre idée. Et puis, on vous propose à nouveau de résumer votre idée. Donc, ici, en détaillant davantage. Donc, l'idée, c'est de ne pas, c'est pas du tout redondant avec le premier résumé. C'est pour ça que j'accentuais ce point. Le premier résumé, c'est vraiment un résumé très court qui sera affiché sur la plateforme pour permettre Voire aux même, éventuels… Paul, je me permets juste de rectifier. Pour moi, on avait plutôt décidé que le premier résumé, c'est un peu le titre simplement de votre projet. Le but aussi, c'est que, en fait, c'est des équipes. Je le dis dès maintenant. Vous pouvez voir dans la plateforme qui a marqué entre 1 à 5 personnes pour une équipe. C'est plutôt destiné. Alors, vous pouvez vous trouver une autre ville, une autre collectivité, une ARS, faire un truc un peu type cluster, mais c'est plutôt, a priori, destiné pour que les personnes d'une même structure puissent collaborer sur la candidature en même temps. Et sinon, en fait, vous n'arriverez pas à vous retrouver. Donc, par exemple, un chargé de mission d'une collectivité crée l'idée, il met juste le nom dans l'idée en bref, il peut mettre juste, voilà, ça se passe ici, c'est telle idée. Et comme ça, quelqu'un de sa structure qui veut co-concevoir la candidature rejoint l'équipe. Et donc, on a comme ça une équipe peut-être de 3 personnes, 2 personnes d'une même structure qui veulent écrire. Donc voilà, le premier, c'est très bref, c'est le titre, juste pour vous identifier. Et alors qu'après, c'est un vrai résumé qu'on demande, quoi. Tout à fait, oui. Merci, merci Ariane. Voilà, parce que du coup, même au sein d'une structure, effectivement, pour pouvoir rejoindre les projets, vous pourrez utiliser cet onglet. Et en fait, quand vous allez vous connecter sur le site, donc on va vous demander en fait de créer un compte sur donc Innover pour la transition écologique pour pouvoir déposer un projet. Et vous aurez alors le choix entre rejoindre une équipe existante ou déposer un nouveau projet. Et donc, si quelqu'un de votre structure a déjà déposé un projet, mais que vous souhaitez être inclus dans l'équipe, enfin, en tout cas être inclus dans les discussions, puisqu'il y aura la possibilité de discuter par équipe sur la plateforme, eh bien, n'hésitez pas, du coup, à ce moment-là, à vous connecter et à rejoindre un projet. Donc, en fait, il faudra rejoindre celui qui a été déposé par la première personne qui s'est connectée et du coup, qui a déposé le projet. Et une fois que la personne aura rejoint, eh bien, chaque personne ayant été acceptée, parce que du coup, la personne ayant créé le projet va accepter les personnes les ayant rejoints. Et du coup, la collaboration sur le formulaire sera ensuite multi-acteurs, c'est-à-dire que les différents acteurs pourront mettre à jour le formulaire. Donc, important d'être sûr quand vous acceptez quelqu'un sur le projet que vous avez créé, de bien connaître la personne, puisqu'ensuite, elle peut aussi modifier le formulaire. Voilà, donc ça c'est sur la… Ouais, Ariane? Non, je me disais simplement, on va peut-être pas faire toutes les rubriques. Sachez que c'est beaucoup des QCM en fait pour vous faciliter la tâche. On a beaucoup. Peut-être tu peux passer, peut-être trouver une question Ouais. en Je voulais QCM. peut-être mentionner un peu la structure sans aller dans le détail des questions, mais en gros, l'idée au début, c'est de vraiment caractériser le potentiel innovant du projet, enfin plutôt la pertinence et l'ambition en revenant sur quel est le problème. Est-ce qu'il y a des données probantes, des observations de terrain qui permettent de s'assurer que c'est un vrai problème, de l'identifier et puis de savoir dans quelle mesure ce problème est partagé par d'autres acteurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le mettre en avant, toutes les preuves qui montrent que c'est un défi structurant, partagé par plein d'acteurs ou non. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de cette première partie. Ensuite, c'est effectivement de caractériser le projet par rapport à l'existant et donc de savoir si on a un potentiel d'innovation et du coup de mentionner si vous avez identifié des initiatives un petit peu similaires. C'est super intéressant pour nous de voir un petit peu
le travail de revue de littérature qui est fait sur le sujet et que vous me disiez la façon où vous en démarquez et pourquoi il est intéressant soit de s'inspirer d'une initiative que vous avez repérée, soit de s'en démarquer parce qu'elle n'a pas fonctionné. Donc, tout élément assez tangible par rapport à l'existant va renforcer aussi votre candidature. Ensuite, la caractérisation de la cible qui fait l'objet de 2 questions. Et puis, toute une partie sur la partie données et impact. Pour se caractériser les impacts, quel domaine serait impacté par votre action et puis, votre projet va-t-il permettre de mobiliser des données existantes? Donc, par données existantes, on entend plutôt des bases de données qui ont été collectées, des données quantitatives, qualitatives. Voilà. Et puis, est-ce que potentiellement, le projet peut permettre de collecter de nouvelles données? Donc, ça peut être par voie de questionnaires, de sondages, par la mise en place de capteurs, par la collecte aussi de nouvelles preuves. Et puis, du coup, les impacts de votre action sont-ils facilement suivables et mesurables dans l'intervalle temporel de l'AMI, donc 6 mois, 1 an. Donc, avoir aussi votre ressenti là-dessus. Vos doutes également, parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir réponse à tous et d'être accompagné. De la façon dont vous envisagez vos pistes pour suivre et évaluer les impacts. Toute piste est bonne à prendre et le plus on aura de pistes et de doutes, le mieux c'est, puisque c'est bon signe, ça montre que vous vous questionnez sur le sujet, même si vous n'avez pas tout résolu et que justement vous avez besoin d'experts pour vous aider à peaufiner la stratégie d'identification des impacts et de leur suivi. Et puis, la réplicabilité aussi de l'initiative est importante parce que la réplicabilité ou son potentiel de réplicabilité, c'est un impact en soi, la capacité à généraliser derrière pour avoir un maximum d'impact social. Ensuite, on questionne un petit peu les candidats sur la place de cette expérimentation dans votre environnement professionnel, donc votre capacité à vous investir, à suivre ce projet, à l'ancrer dans vos activités professionnelles. Et puis ensuite, quelques questions sur vos besoins d'accompagnement. J'allais juste, excuse-moi Paul, te couper, entre guillemets, parce qu'on a une question justement sur ce sujet de l'implication possible de Benjamin Gracieux. Alors, quel est le niveau d'implication? On vous la pose ouvertement, cette question. On aimerait savoir à quel point vous êtes à fond pour tester des choses. Ça va aussi, nous, on cherche des candidats qui ont à cœur de tester sur le terrain, d'avancer. Donc, concrètement, le minimum syndical, c'est d'être présent aux 3 ateliers, donc 2 ateliers en présentiel, donc c'est 2 jours à Paris ou dans une ville accessible en TGV, et un autre atelier d'une journée qui est en distanciel. Et globalement, le reste, c'est de faire vivre votre projet. Donc, il y aura des coups de bourre où peut-être qu'on va vous demander d'être sur 2 jours par semaine avant un atelier pour avancer. Il y aura peut-être des rendez-vous avec des acteurs locaux pour faire avancer les choses. Et puis après, on continue. Ce n'est pas du tout un temps plein, quoi. C'est simplement que ce projet-là d'expérimentation soit inscrit dans votre plan de charge comme tel pour avoir un peu de temps quand même pour avancer et puis au bout d'1 an, pouvoir présenter un état de l'expérimentation. Peut-être, oui, la lettre d'engagement. Allez, j'ai la parole, je prends la main. On a parlé tout à l'heure de tous les types d'acteurs sont éligibles. Simplement, on vous a dit, si vous êtes une structure privée, il faut que vous ayez un territoire partenaire. Et la lettre d'engagement, c'est ça. C'est que pour les structures privées, on va vous demander de télécharger en bas de la candidature soit un email officiel d'une collectivité qui dit « je soutiens cette idée, j'aimerais bien qu'on expérimente effectivement tel projet avec ce porteur », ou une lettre officielle d'une ARS, d'une collectivité, que sais-je. Et tout ça pour dire que cette partie de lettre d'engagement, elle est destinée qu'aux porteurs qui sont privés. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on a un petit peu balayé. Donc, effectivement, on peut prendre toutes vos questions et peut-être passer à la partie tips, si je puis dire, au fur et à mesure de vos questions. On avait une question de Amélie Déco qui disait « Si nous n'avons pas d'idée, est-ce qu'on peut candidater, présenter son savoir-faire » Pour moi, la réponse est non, en fait. Il faut avoir une idée. Nous, on vous apporte les expertises. Donc, si vous avez plutôt un profil d'experte,
C'est un peu un autre positionnement. Là, l'AMI, il est destiné à des gens qui ont envie de tester des choses. Alors, idéalement, ils ont de l'expertise dans des domaines propres, mais il faut que vous arriviez avec une idée, un problème, quelque chose que vous avez sur votre territoire, une problématique de votre territoire que vous voulez débloquer, tester sur le terrain. Et on a une autre question. Notre projet est déjà abouti en cours de lancement. Est-ce que cette AMI peut aussi nous concerner si cela répond à l'urbanisme favorable à la santé et transition écologique? Ouais. Sur le projet déjà abouti en cours de lancement, je pense que, c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait un peu plus de détails. J'aurais tendance à dire que ça dépend si ce qui est proposé dans le cadre de l'AMI peut aider à booster et peut avoir un véritable impact sur ce qui est pensé à date, ou si si le projet est vraiment abouti en termes de cadrage, lancé, auquel cas on ne pourra pas forcément apporter une plus-value très forte, puisqu'il y a aussi cet aspect cadrage, de re-questionner le projet, notamment de s'assurer que l'impact sera évaluable, de questionner toute cette partie-là qui est importante à prendre en compte. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure tout cela est figé, ou si vous avez juste une idée de projet qui va être lancée, mais où il y aurait potentiellement quand même un petit besoin de challenger tous ces points-là malgré tout. N'hésitez pas peut-être si vous souhaitez intervenir aussi à l'oral pour compléter. Oui, tout à fait. Et moi, je vais y rester une seconde sur cette diapo, puis je vais refermer les slides. On a déjà parlé là des différents points quand Paul a balayé la candidature. Simplement sur le deuxième point, la candidature au work in progress, c'est simplement pour vous dire, pour avoir fait une simulation hier, vous pouvez attaquer la candidature et en fait vous appuyez sur soumettre, ça l'enregistre simplement. Ne soyez pas stressés à l'idée de se dire oulala, comment je fais, est-ce que c'est fini, c'est bloqué? Pas du tout. Il y a ce bouton éditer, le petit bouton en bleu qui est entouré. Vous pouvez jusqu'à la fermeture des candidatures modifier votre candidature. Donc n'hésitez pas finalement à ouvrir un draft assez vite avec le nom de la personne qui ouvre l'idée et puis comme on disait, peut-être soit un résumé, soit juste un tout petit texte pour avoir le nom de votre projet un peu détaillé pour être identifié. Et puis en parallèle, toute la partie un peu plus confidentielle, vous la retravaillez tant que vous voulez. Mais voilà, n'attendez pas le dernier moment, c'est ça que je voulais dire. Tout est modifiable. Voilà, hop, et on va peut-être, je vais voir s'il y a d'autres questions. Oui, n'hésitez vraiment pas en tout cas à intervenir. Je pense notamment à Cyril Biegala, parce que c'est toujours difficile de répondre à une question sans connaître un petit peu où en est le projet aujourd'hui. Donc, on pourra peut-être mieux y répondre si notre réponse n'est pas suffisamment claire. N'hésitez vraiment pas à vous présenter. C'est toujours bien de savoir qui vous êtes pour pouvoir nous adapter aussi et personnaliser un peu nos réponses au cas que vous auriez, quoi. Et on a une question en attendant, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un territoire partenaire officiellement. Donc ça, je pense… Oui, pardon, Rianne. Non, vas-y, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Non, mais je pense que c'était… oui, du coup, si vous êtes acteur privé, l'idée, effectivement, c'est d'avoir le soutien officiel d'un acteur public qui soutient l'expérimentation et donc qui est partenaire de votre expérimentation, effectivement. Peut-être, on est sur la fin. Je me dis, qu'est-ce que tu en penses, Paul? En une minute, peut-être de vous expliquer ce qui pourrait être éligible, comment on pourrait… un cas concret, par exemple, si on reprend dans les idées du PowerPoint, il y avait des idées qui venaient de ce cahier du booster de l'UFS. Encore une fois, on ne vous demande pas de simplement rester concentré, c'est juste une source d'inspiration, là, ces idées qui ont émergé au mois de juin. Mais si on imagine par exemple le Vauban le Vaubien, ça c'est une idée moi que j'aime bien, c'est sur l'idée de se dire, vous connaissez les cours Oasis où on fait des îlots de fraîcheur grâce à ces cours d'école, en revégétalisant, eh bien une idée a émergé, c'est de se dire il y a pas mal de patrimoines qui sont oubliés un peu à l'écart des villes, qu'on n'exploite pas assez. Typiquement, voilà, les forts Vauban, on en a partout en France, et parfois ils sont un peu laissés de côté. Et là, l'idée, c'est de se dire, ça devient finalement des nouveaux pôles de santé, de bien-être. Donc on pourrait imaginer donc les revégétaliser pour ceux qui ne le sont
pas suffisamment, en réfléchissant bien à qu'est-ce qu'on plante. On pourrait se dire pourquoi pas mettre du mobilier urbain pour peut-être que des enfants puissent venir, des seniors, les inviter à marcher, mais qu'est-ce qu'on met comme type de mobilier urbain? On pourrait se dire mais il faudrait évaluer, est-ce que ça a vraiment un effet? Est-ce que les gens sont en meilleure santé? Est-ce qu'il y a plus de fréquentation? Et déjà là, on voit que rien que ces quelques petites questions, on voit qu'on a besoin d'expertise. On a besoin de quelqu'un qui peut nous aider sur du mobilier urbain. On a besoin de quelqu'un qui va nous aider sur une méthode d'évaluation d'impact. Et c'est tout ça qu'on pourrait proposer dans le cadre des experts Urba Santé. C'est ce pool d'experts qui pourrait faire que l'idée fort Vauban le vaut bien ne soit plus juste un petit dessin et un croquis sur un cahier d'idées, mais une réalisation. Et au bout d'un an, voilà, on voit ce qu'on a pu tester. Soit on est carrément arrivé à faire des choses sur le terrain, soit on a fait une preuve de concept où on est allé voir, voilà, on a un projet qui est très ficelé et qui ensuite peut aller dans la vie de la municipalité, être proposé, être affiné. Voilà, c'était simplement pour mettre un peu d'historique sur une vision des choses, quoi. Peut-on reprendre du booster de l'ADEME les idées en les appliquant à notre territoire? Oui, tout à fait. C'est aussi, alors l'objectif en fait, c'est parce que ça va aussi dépendre de la façon de les mettre en œuvre et donc du coup, il y a tous ces enjeux de comment est-ce qu'on va pouvoir eh bien l'implémenter d'une manière réplicable, qui ait de l'impact, qu'on puisse l'appliquer à d'autres territoires. Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi de vous proposer une première boîte à idées au travers de ce booster qui peut être source d'inspiration pour, donc n'hésitez pas en tout cas à vous inspirer du cahier d'idées pour eh bien, développer vos propres idées effectivement. Voilà. Merci Paul. Donc Madame Biegala, vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, n'hésitez absolument pas. Même... Oui, on vous entend. On vous entend. Alors, du coup, peut-être une petite minute pour vous présenter le projet. Donc, au sein du parc Normandie-Maine, on a un PNR, parc naturel régional. On avait le projet de renaturer des cours d'école en partenariat avec les collectivités et l'équipe pédagogique. Et notre projet, c'était au-delà du projet biodiversité, c'était de pouvoir remettre la santé dans la cour d'école avec plus de mobilité, la concentration, les coins calmes, enfin, voilà, tout ce côté un petit peu enquête sociaux, santé mentale. Et on était un petit peu court justement sur l'évaluation de cet impact-là, d'avoir des enquêtes de bien-être avant les travaux et après travaux. Et voilà, donc on s'équipe d'un bureau d'études qui va être un cabinet d'archi pour nous accompagner dans tout ce qui va être design et accompagnement de la cour d'école. Donc on a déjà bien ficelé notre projet, c'est pour ça que je me demandais, donc cette AMI, ça pourrait nous apporter des éléments notamment sur l'urbanisme favorable à la santé, je pense, au niveau data aussi, parce qu'on n'est pas, c'est des champs qu'on n'a pas explorés. Et l'évaluation d'impact qui nous pose toujours question de savoir quels indicateurs. Donc là, on a beaucoup cogité sur quels indicateurs utiliser pour voir s'il y a un avant-après. Et notre projet va durer sur 5 ans. Donc cette année, l'année 2024, on aurait une école accompagnée. L'année d'après, 2 écoles. Et ça pendant les 5 années pour qu'on puisse aussi faire émerger des travaux. Voilà, donc je pense que c'est pertinent, mais en même temps, on est tellement abouti à un peu ficelé que je me posais la question de savoir si ça pouvait s'imbriquer. Merci. Merci à vous. Alors moi, j'envoie de suite un commentaire. Ça m'a fait penser, je vois qu'on avait Claire Joly dans les participants. Il y a l'INCa, l'Institut national du cancer, qui a lancé un appel à projet qui va se terminer bientôt, mais en tout cas, je crois qu'il est encore ouvert jusqu'à début février et qui me semble idéal pour votre cas parce qu'on est vraiment sur les écoles et la prévention cancer. Et vu l'état d'avancement où vous êtes sur quelque chose qui est quand même déjà bien ficelé, avec déjà un bureau d'études, moi j'ai l'impression que c'est peut-être vers ce dispositif vers lequel vous tournez. Voilà, mais ça vaut le coup quand même de peut-être candidater. Ouais, parce que je pense vraiment, compte tenu aussi de ce que vous mentionnez sur les manques, en fait, vous avez quand même un calendrier qui est hyper compatible, dans le sens où vous avez déjà une bonne idée de projet et tout, et ce qui permettrait de focaliser, de creuser énormément, par exemple, la question de l'évaluation d'impact, du suivi avant-après. Donc,
enfin, c'est pas du tout totalement hors propos, je trouve. Et il y a quand même, en tout cas, peut-être que finalement, ce qu'il faut se poser comme question, parce qu'il y a différents, je pense, stades de maturité auxquels on peut peut-être candidater, c'est est-ce que les expertises qui sont proposées en phase de cadrage, est-ce que ce sera bénéfique pour vous, quoi? C'est-à-dire, est-ce que sur l'aspect soit communication, data, design, UFS et évaluation d'impact, vous pouvez y trouver votre compte. Et du coup, dans ce cadre-là, ça pourrait être intéressant d'y candidater. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou remarques. Moi, je vois une question quand même qui revient d'Amélie Déco sur le calendrier avec ce côté 1 an qui est court pour des projets autour de l'urbanisme, et on le comprend. C'était le parti pris qu'on a avec Ecolab. On s'est dit il faut quelque chose de serré parce qu'on va vous demander de vous investir et donc sur un temps quand même qui est court. Et c'est plus facile de garder une dynamique. On veut une belle dynamique avec des pilotes d'expérimentation qui se voient tous les 6 mois. Et ça, on peut le tenir que sur un temps court. On a conscience que vous avez d'autres travail, d'autres missions. Donc, ce temps court, il est destiné à créer une émulation et avancer un peu en mode coup de boost. On sait qu'on ne va pas arriver à des travaux sur les espaces publics dans des temps si serrés. Par contre, on peut vraiment en 1 an, avec des belles expertises associées, avancer pour que vous ayez un projet très ficelé qui restera ensuite à vous à le mettre en œuvre. Il y aura des choses qui pourront être testées sur le terrain, des choses qui ne le seront pas. Ce n'est pas un problème en soi, on a conscience de ça. C'est ça, ouais. C'est un peu la logique expérimentation, preuve d'impact, le POC, et après, c'est de semer les graines et de se dire, bon, pour avoir une émulation et créer une communauté vraiment mobilisée, pas faire peur en disant, nous nous marions pour 5 ans autour d'une expérimentation, mais plutôt se dire, avançons ensemble sur une échéance assez courte, avec des temporalités assez fixées en mode petit coup de boost, néanmoins en se laissant le temps de mettre en place et d'évaluer, d'où le trade-off et le fait que ce soit quand même 1 an avec plusieurs temps qui soient espacés dans le temps pour se laisser le temps de bien cadrer les choses. Mais l'idée, c'est par exemple sur la mesure d'impact, l'idée ça peut être d'avoir des premiers impacts ou en tout cas d'avoir des premières mesures d'impact qui soient mises en place, mais qu'en fait, il y a plein d'impacts qui sont plutôt de long terme. Mais disons que l'appel à expérimenter pourrait permettre en fait de se dire 3 ans plus tard, on aura d'autres impacts parce que l'appel à expérimenter nous a permis de mettre en place les conditions nécessaires à cette évaluation. Donc, ça peut aussi être, tout ne s'arrête pas en mai 2025 et l'objectif, c'est vraiment de semer des graines, de faire des POC sur des projets qui seront par ailleurs ensuite amenés à être approfondis potentiellement ou à être déployés sur d'autres territoires. C'est aussi pour ça qu'on vous posait la question de la réplicabilité dans le formulaire de candidature. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez. Le format webinaire, ce n'est pas forcément le plus interactif au départ, mais on est très preneur de vos réactions, de vos questions. Aucune question n'est stupide, bien au contraire. Ça nous aidera aussi à challenger notre façon de l'expliquer. Donc, bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Oui. Oui, c'est Florence Pradier, donc je travaille à la ville de Lyon, où je suis responsable du service santé-environnement. Et moi, je suis pas beaucoup intervenue parce que j'essayais de rassembler en même temps quelques idées, mais je pense que je vais tenter l'expérience, mais je pense que dans le délai aussi court, je pense que la maturité des équipes projets et des différents acteurs à rassembler sera peut-être pas là côté Ville de Lyon. Et du coup, enfin, sous réserve de préciser, mais du coup, j'en profite pour poser quand même une question. D'après vous, qu'est-ce qui fait que le sujet, finalement, il décolle pas aussi vite qu'on l'aurait tous souhaité, parce que ça fait déjà 2 plans régionaux santé-environnement, notamment Auvergne-Rhône-Alpes, que ce sujet, il est quand même beaucoup travaillé. Il est déjà pris bien en main, y compris par les agences d'urbanisme. Et néanmoins, ça décolle pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, et même si je regrette beaucoup. Et du coup, je me demande si ça serait pas, alors c'est peut-être pas le lieu aujourd'hui, mais ça serait quand même intéressant de partager ce constat. Pourquoi ça décolle pas? C'est quoi les freins?
Alors, très bonne question. Peut-être je commence et Paul, tu complètes. Ça, c'est une vision un peu des choses personnelles, hein. Moi, enfin, personnel et pas que, quand on demande aux élus, quand on leur parle de santé, très vite, ils vont dire, bah, déjà, c'est pas notre sujet, la santé. Et puis, ou alors, ils vont répondre, bah oui, on est en train de réfléchir à installer une maison de santé à l'entrée de la ville. Ou à lutter contre la problématique des déserts médicaux. Mais santé est malheureusement encore trop associée à tout cet univers médical et on oublie voilà, les fameux 80% qu'en fait les acteurs de la ville, ils ont un pouvoir immense en fait sur tout ce qui est habitude du quotidien, aménagement public. Donc il y a quand même beaucoup, à mon avis, encore de pédagogie à faire sur ces questions de prise de conscience que la santé, ça peut être partout et que ce n'est pas juste l'hôpital ou la maison de santé. Et la deuxième chose que je vois, moi, c'est aussi pour ça qu'on avait fait ce brainstorming, c'est que pour l'instant, ça reste assez récent. Ça a 10 ans vraiment l'urbanisme favorable à la santé. Et merci l'École des hautes études en santé publique pour tout ce qu'elle a fait depuis le début à dégrossir. Mais c'est beaucoup dans les guides encore. Isadora, c'est la Bible, mais Isadora, c'est 300 pages avec beaucoup de textes encore. Et c'est quand même compliqué pour une petite ville de se dire, allez, je me lance dans Isadora. Est-ce qu'il faut faire cocher toutes les cases? Et en fait, non, la réponse, c'est on peut prendre un petit bout d'Isadora, faire une action, donc Isadora dans le sens, on peut faire des petits pas, et c'est l'objectif de cet appel à expérimenter, de se dire on peut trouver un sujet, une opportunité qui permet de rassembler des acteurs différents et de faire les premiers pas. Tout à fait. Et peut-être pour compléter, totalement en phase avec ce que tu viens de dire, Ariane, et peut-être aussi sur le côté effet indirect, en fait, parce que les effets sur la santé sont parfois, c'est pas le premier effet qui vient en tête à l'esprit, par exemple, le bruit va avoir un impact fort sur la santé, mais parfois de manière indirecte via le sommeil, via d'autres choses. Et du coup, la prise en compte des effets collatéraux peut être intéressant. Et ça, le côté un peu diffus, c'est pour ça qu'on insiste aussi sur la partie évaluation d'impact. Parce que pour convaincre les acteurs publics, les décideurs d'investiguer le sujet, et puis aussi que ça devienne presque une demande globale en fait, de s'intéresser au sujet, encore faut-il que montrer, restituer des preuves d'impact des interventions mises en œuvre. Et donc, l'objectif aussi, le pari, c'est de se dire, lancer des projets dont on sera en mesure ensuite de dire, regardez, ce territoire, c'est une expérimentation qui a marché et qui a permis de produire tel impact et tel impact. Et là, du coup, ça devient très concret, le côté un petit peu diffus et indirect est un petit peu mitigué. Et du coup, on a quelque chose qui permet aussi de mieux convaincre et de porter ça est bien plus saillant aussi et peut-être plus impactant justement auprès de la population. Donc l'idée, c'est aussi de mieux utiliser tout ce qui est données probantes, production de nouvelles preuves via la donnée et évaluation d'impact, pour aussi être convaincre et montrer qu'en fait, ça a un vrai intérêt et un impact de déployer des sujets, des interventions sur cette thématique de l'urbanisme favorable à la santé. Voilà, Okay, ça vous donne... Oui, merci pour les réponses. Néanmoins, je ne voudrais pas prendre trop de temps et je vois que l'heure avance. Je suis éventuellement preneuse d'un temps d'échange, si c'est possible, avec Ariane ou avec vous pour analyser peut-être 2-3 pistes de travail, voir si elles rentrent ou pas dans votre AMI. Parce que moi, j'aurais tendance à prendre la question un peu différemment. Donc, je veux bien avoir ce temps d'échange avec vous si vous avez quelques minutes à m'accorder. Mais volontiers, on est là pour ça. Là, on a jusqu'au 31 mars pour échanger soit sur la plateforme, soit faire des rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Merci à tous les deux. J'aime pas couper les échanges, mais là, il est 10h et c'est quand même mon rôle de faire le maître du temps ou la maîtresse du temps et de vous dire qu'on arrive à la fin de cette séance. Merci beaucoup à nos deux intervenants pour avoir présenté cette initiative. Donc, c'est une affaire à suivre.
On a bien noté. N'hésitez pas à nous tenir informés des suites, à faire des rappels sur cette initiative. Et par exemple, s'il y a des projets qui vous semblent intéressants aussi à venir en parler ou à venir les partager sur la plateforme Expertise Territoire pour inciter d'autres à venir participer à ces équipes. Parce que si j'ai bien compris, c'est aussi du collaboratif et que des projets... on peut, quand on a juste envie de participer, on peut aussi venir candidater sur un projet et participer à un projet. Donc, n'hésitez pas à nous en parler un petit peu avant la fin pour stimuler d'autres candidatures et d'autres participants. Merci pour vos échanges à tous. Donc, il y a eu plein de choses aussi sur le chat. Qui étaient aussi intéressantes à lire. Pour connaître la suite des cafés What Else, je vous invite à rejoindre notre plateforme Expertise Territoire. Vous y trouverez l'agenda des cafés What Else, mais aussi l'agenda de la santé-environnement au sens large, des initiatives, des ressources aussi à disposition, et puis des contacts avec d'autres acteurs de l'écosystème santé-environnement. Et donc le programme, effectivement, c'est bien aussi participer à ce que disait Ariane en réponse à la question de Florian Sprado. Notre programme de café What Else, c'est bien de rendre concret ces petits pas, d'illustrer ces petits pas qui ne sont pas forcément très très connus, mais qui méritent d'être valorisés. Pour inspirer d'autres collectivités. La santé-environnement, effectivement, c'est un sujet très transversal qui peut paraître complexe, mais il y a plein d'acteurs qui s'investissent. Donc, je vous invite à aller voir les replays et puis nos prochains cafinaires. Donc, on parlera de cœur de ville, d'aménagement de cœur de ville avec l'exemple d'une petite ville en Isère. On parlera de mobilité urbaine aussi et de sa contribution à la santé, mobilité douce, bien sûr, mobilité active. Et on parlera aussi des diagnostics santé-environnement et dans quelle mesure ils peuvent contribuer à faire des politiques publiques, des politiques locales qui sont vraiment au service de la santé et de l'environnement. Donc, vous êtes les bienvenus pour continuer à nous suivre. Toutes les informations seront diffusées sur Expertise Territoire, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vois que Clotilde a remis le lien dans le chat. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée qui commence à peine et puis à très bientôt à tous. Merci beaucoup, merci Paul, merci Ariane. On vous retrouve donc sur le site internet. Il y a vos coordonnées, on peut vous contacter en direct pour les suites de l'appel à manifestation d'intérêt. Merci, Merci beaucoup Stéphanie et merci à toutes et tous. Bonne journée.